pour travailler en fait sur, comment on appelle ça, sur les emprunts obligataires, puisque vous devez maîtriser les emprunts en fait que vous avez étudiés en UE9 pour bien maîtriser un chapitre que vous allez faire en UE10 qui va concerner les emprunts obligataires. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui est qu'on va revoir aussi les subventions. Et vous avez deux types de subventions, notamment l'exploitation et l'investissement. Donc, on va revoir un peu ces deux subventions pour être sûr que vous les maîtrisiez, parce que au niveau de l'UE10 aussi, on considère que vous maîtrisez bien ces choses-là qui sont à maîtriser, puisque vous devez bien maîtriser après les subventions d'investissement. Donc, on en profitera un peu pour avancer là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va travailler sur d'abord les emprunts, parce que c'est un chapitre qui n'est pas très difficile, mais qu'on a tendance à oublier ou mettre de côté une fois qu'on l'a étudié. Donc, c'est parti sur les emprunts, puisque les emprunts auprès des banques que vous connaissez, hein, c'est un emprunt où on va avoir un emprunt qui va être fait d'un certain montant. Donc le montant, c'est un montant à rembourser à une certaine échéance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir à chaque fois présenter un tableau d'échéance, entre guillemets, un tableau où vous allez en fait lister les différentes échéances que vous aurez à réaliser. Alors, vous devez maîtriser, bien entendu, ce tableau, c'est-à-dire être capable de le présenter, de le calculer et de le faire. Pour mémoire, voici les colonnes que vous aviez. Vous aviez la date de l'échéance. Donc, par exemple, je paye tous les 10 juin de chaque mois, tous les 10 juin de chaque année. Eh bien, j'écris la date de l'échéance. Puis, dans un deuxième temps, hop, je vais juste mettre ça là. Puis, dans un deuxième temps, vous allez inscrire ici le montant restant dû. D'accord? Le montant restant dû. Alors, je voulais juste faire un truc. Disposition. Voilà, je vais faire comme ça. Ah, c'est super. Voilà, voilà. Et on va admettre tout le monde. Donc, dans un deuxième temps, on trouve le capital restant dû en début de période qui peut changer chaque période, puisque si au fur et à mesure on effectue des remboursements, eh ben, le capital restant dû est plus faible. Dans une troisième colonne, on retrouvera l'intérêt qui sera toujours égal à, ici pour le calculer, au capital multiplié par le taux. D'accord? Donc on prendra le capital restant dû multiplié par le taux. Si je vous dis que le capital restant dû est de 100 000 euros et que le taux est de 10%, donc on fera 10% fois 100 000 euros. Vous avez une quatrième colonne ici qui va reprendre le montant qui est remboursé sur l'échéance. D'accord? Donc, si j'effectue un remboursement ici équitable de 100 000 euros sur une période de 5 ans, eh bien, je vais rembourser par exemple ici 20 000 euros. Je vais inscrire 20 000 euros dans cette colonne pour cette échéance. L'annuité va toujours correspondre à la somme, ici l'annuité, hein, la somme des intérêts puis des remboursements du capital. Donc on fait la somme des deux. Donc l'intérêt plus le remboursement du capital, ça correspond à l'annuité. Et l'annuité, en fait, qu'est-ce que ça signifie? L'annuité, ça signifie en fait le montant qui est payé, montant payé par l'emprunteur, en fait. Donc ici, c'est le montant qui paye ici, tout simplement, lors de son emprunt, sur chaque échéance, pardon. D'accord? Donc à l'échéance, il paye le montant qui est l'annuité. Donc chaque échéance, hein, il rembourse le montant, il paye, pardon, le montant qui est payé à l'annuité. Donc c'est ce qu'on appelle ici l'annuité, la somme remboursement plus intérêt. Et à la fin, vous avez une dernière colonne, et vous m'arrêtez bien sûr si vous avez des questions, mais vous avez une dernière colonne qui correspond au capital restant dû en fin de période. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je prends le montant du capital auquel j'enlève le remboursement qui est réalisé. C'est logique. Je devais 100 000. J'ai effectué, je devais 100 000 euros. Attendez, je vais vous mettre une petite simu et vous m'arrêtez bien sûr, mais je devais 100 000. Oh, c'est chiant. Hop là, 100 000 euros. Je vais agrandir. Hop. Et je vais supprimer ça et je vais mettre un petit fond comme ça vous voyez. Voilà. Je devais 100 000 euros. On a remboursé 20 000 sur cette échéance. Donc le capital restant dû, c'est la différence, c'est bien 80 000. 80 000 qui est égal à 100 000 moins 20 000. D'accord?
Ça va? Il y a des difficultés là-dessus? Je peux foncer? Pas de questions? Non, pas de question moi, pour moi. Bon, top. Allez, ben, je continue. Donc ici, une fois que vous avez compris ça, c'est ce que vous devez être capable de faire. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a trois types de remboursement. Le premier, c'est le remboursement in fine. Très facile. Le remboursement in fine signifie qu'on rembourse à la fin. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans mon tableau? Eh bien, je vais avoir que de l'intérêt qui va être à payer. Je vais devoir payer à chaque fois juste de l'intérêt, mais je ne vais pas avoir de remboursement de capital, sauf à la toute fin. C'est ce qu'on appellera donc le remboursement in fine. Je vous illustre ça dans quelques minutes. Le deuxième type de remboursement, c'est l'amortissement constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire amortissement? Il ne faut pas le confondre avec l'amortissement, les dotations aux amortissements que vous faites en comptabilité. L'amortissement, ça signifie aussi, hein, en compta, ça signifie aussi remboursement. D'accord? Donc, pour dire remboursement d'emprunt, on va dire amortissement constant. Donc, c'est comme si je disais remboursement constant, en fait. Vous pouvez l'appeler aussi comme ça, hein, mais c'est comme si je disais remboursement constant. D'accord? C'est le même équivalent. Donc, ce remboursement constant signifie qu'on va rembourser à parts égales le capital. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, à chaque fois, hein, je ferai un élément qui sera tout bête, c'est que le remboursement du capital, je vais faire le capital que je vais diviser par le nombre d'échéances. Donc, si par exemple, ici, j'ai un capital de 100 000 euros qui est emprunté, donc j'ai emprunté 100 000 euros et que je le rembourse en 5 échéances, ça nous donnera donc ici tout simplement 20 000 euros par échéance. C'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amortissement constant. Le remboursement est toujours égal. Mais ça ne signifie pas que le paiement il va être identique. Parce qu'en fait, le paiement, il va être différent à cause des intérêts, n'oubliez pas. Parce que là, ça correspond bien à ma colonne remboursement du capital que je vous ai montré ici. C'est bien celle-ci. Et ça ne correspond pas à l'annuité. Ça ne correspond pas à ce qu'il a payé, mais ça correspond juste au montant qui est remboursé. Parce que ici, dans ma simulation, si on devait faire un remboursement du capital, eh bien, imaginez qu'on a un taux d'intérêt à 10%. Donc, ça nous ferait 10 000 euros d'intérêt. D'accord? 20 000 euros de remboursement de capital et donc une annuité qui serait de 30 000 euros. C'est ce qui serait payé par la personne. Il serait payé 30 000 euros et non pas 20 000 euros. Il y a 20 000 euros de remboursement, mais il y a 10 000 euros d'intérêt. Et donc l'annuité serait de 30 000 euros. Et à chaque fois, en fait, à chaque remboursement, finalement, la base va changer. Et donc à chaque fois, l'annuité va changer. Mais le remboursement du capital, lui, il restera identique, en fait. Il restera identique. Alors, je vais illustrer, hein, bien sûr. Et vous allez comprendre ça en quelques minutes. Mais voilà à quoi ça correspondrait tout simplement. Alors, je continue, sauf si vous avez des questions. Pas de questions? Allez, on continue. Eh bien là, on arrive à la plus difficile, entre guillemets, celle qui vous pose le plus de soucis, entre guillemets, c'est l'annuité constante. Et là, vous voyez, on a utilisé le terme annuité constante. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est ça qui est toujours identique, c'est l'annuité du tableau là qu'on a fait, c'est elle qui est toujours identique, c'est-à-dire le paiement qui est effectué par l'emprunteur. D'accord? Donc, ce paiement qui est effectué par l'emprunteur reste identique. Et donc nous, ce qu'on va devoir faire, et le but du jeu va être là, et ça va être le plus difficile pour l'annuité constante, eh bien, ce qu'on va faire, nous, ça va être de calculer notamment une annuité constante. Et c'est pour ça que vous retrouvez une formule que vous devez connaître, hein, et qui nous servira un petit peu aussi cette année en emprunt obligataire, puisque en UE10, on va faire de l'emprunt obligataire à annuité constante. Donc il faut être à l'aise avec celui-là. Et donc c'est ce qu'on appelle l'annuité. Donc n'hésitez pas à ramener vos calculettes là dès maintenant parce qu'on va s'entraîner avec trois petits cas histoire d'illustrer ça. Donc ici, l'annuité constante sera toujours égale à la formule suivante, au capital emprunté multiplié par le taux d'emprunt, petit i, divisé par, et mettez une parenthèse si vous utilisez votre calculette, mais un moins, ouvrez la parenthèse, un plus taux puissance moins nombre de périodes. OK? Moins nombre de périodes. Donc, attention, hein, cette formule, elle peut être un peu difficile à appliquer. Mais ici, vous allez faire toujours capital fois taux d'emprunt
divisé par, et là vous ouvrez une parenthèse, je vous conseille, hein, ouvrez une parenthèse à ce niveau-là quand vous utilisez vos calculettes. Donc vous faites un moins un plus taux, donc même taux, puissance moins nombre de périodes. Et là, attention, le puissance, il est avec le moins n. Attention, hein, lorsque vous allez utiliser vos calculettes, hein, il faut que vous remettiez encore des parenthèses. Vous avez vu, j'ai mis un premier lot là et un deuxième lot là pour dire, voilà, la puissance de 1 plus taux. Donc ici, c'était 10%, donc ça ferait 1,10 puissance moins 5. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce qu'on attend de vous. Ça va? Pas de difficulté? Mhm. Yes, ça va, merci. Oui. Ok. Allez, on y va. S'il n'y a pas de questions, on va maintenant illustrer. Regardez, je vous ai fait trois petits cas qu'on va illustrer qui prennent 10 secondes. Donc, on va commencer avec le in fine. Et donc, le in fine, en fait, vous allez avoir un remboursement in fine. Regardez, je vous ai fait un petit cas où on a 10 000 euros, hop, 10 000 euros qui sont empruntés le 1er janvier et remboursable sur 4 ans. Ça, c'est les caractéristiques. Donc, remboursable sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 2%. Donc, voilà les caractéristiques que je dois repérer à chaque fois, hein. Et je vais construire mon tableau et puis je vais vous montrer les enregistrements par la même occasion. Ça va nous permettre de remaîtriser tout ça. Le tableau va être enregistré de la manière suivante, enfin, va être présenté de la manière suivante. Hop. Voilà un petit peu à quoi il doit ressembler, puisqu'on va retrouver ici, hop, les 6 colonnes dont je vous ai parlé. Donc, on retrouve les 6 colonnes. Et vous devez inscrire dans un premier temps les échéances. Donc là, c'est l'échéance de n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Donc on avait dit 4 ans. Le capital qui reste en début de période de 10 000 euros. Donc ici, c'est 10 000 euros. Vous l'avez inscrit ici, pas de problème. Et on va calculer tout de suite l'intérêt. D'accord? On va s'occuper tout de suite de l'intérêt. Je vais mettre en silencieux, excusez-moi. Hop. Et on va mettre tout de suite l'intérêt, puisqu'on va faire 10 000 fois le taux d'intérêt. C'est logique. D'accord? 10 000 fois le taux d'intérêt. Dans un deuxième temps, le capital n'est pas remboursé avant la dernière échéance. Donc la dernière échéance qui est en N plus 3. Donc en fait, pas de remboursement avant, hop, pas de remboursement avant N plus 3. D'accord? Donc ici, pas de remboursement avant N plus 3. Ainsi, on va avoir tout simplement toujours, hein, l'annuité qui sera égale seulement à l'intérêt. Parce que je vous rappelle que l'annuité, c'est intérêt plus remboursement du capital, c'est-à-dire ici cette colonne plus cette colonne. D'accord? Donc on n'a que ça, on n'a que l'intérêt pour l'annuité. Et enfin, on va retrouver le capital restant dû qui ne bouge pas puisqu'il va rester identique. Ici, on n'a fait aucun remboursement, donc on a toujours le même capital qui ne bouge pas, sauf à l'année N plus 3 où on va avoir un remboursement, puisque ici, regardez, N plus 3, 10 000 euros, eh bien, je fais un remboursement de 10 000 euros, et donc ici, je vais me retrouver avec un capital à zéro. Et d'ailleurs, l'annuité de cette année N plus 3, eh bien, elle ne sera pas égale à 200 euros comme les autres, elle sera égale à 10 000 plus 200 euros, puisqu'on additionne les deux montants que vous avez dans intérêt, bien sûr, et remboursement du capital. Alors, oui, l'écriture au 512, au débit pour 40 000 et 164 pour 40 000. Alors, on n'a pas emprunté 40 000. Il faut vraiment faire attention. On n'a emprunté que 10 000 ici dans notre histoire. Regardez, j'ai un emprunt ici qui vaut que 10 000. Et ce n'est pas 40 000 euros. Parce que là, le capital en début de période, il ne bouge pas et il part de 10 000 euros. Donc, je n'aurai pas 40 000, mais 10 000. Attention, pas de souci. Allez, ben, tout est OK pour ce tableau? Je vais vous montrer les écritures. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. Enfin, j'espère. C'est très simple, hein, rassurez-vous. Pas de questions? Allez, go. Alors, les enregistrements, rien de plus simple. Je vous ai mis aussi l'essence, comme ça vous aidera un petit peu. Mais rien de plus simple. Première étape, c'est la date de réception des fonds. C'est-à-dire que là, quand j'ai emprunté, bah, d'abord, dans une première étape, je vais recevoir de l'argent. Ok. Donc, je vais recevoir de l'argent et je vais recevoir ici le montant de mon emprunt, qui était de 10 000 euros.
Vous voyez? Et tout à l'heure, vous me disiez 40 000. Non, on reçoit 10 000 euros. Et regardez, c'est un compte d'actifs qui va recevoir l'argent, c'est-à-dire que c'était la banque qui va recevoir l'argent. Donc c'est un compte d'actifs qu'on augmente. Et c'est pour ça que je le débite pour 10 000 euros. En contrepartie, en contrepartie, je vais avoir une dette envers la banque. D'accord? Donc j'ai un emprunt et j'utilise le compte 164, c'est invariable, apprenez-le par cœur, hop, je le mets en rouge, apprenez-le par cœur, d'accord? C'est le 164, alors je dis apprenez-le par cœur, et vous avez le PCG, hein, mais c'est le 164, et je vais inscrire un compte de passif puisque j'ai une dette ici qui augmente pour 10 000 euros. J'ai une dette inscrite dans mon bilan de 10 000 euros. Une fois que ceci est fait, je vais avoir des intérêts à payer chaque échéance. Donc chaque fin d'échéance, enfin chaque échéance, ici c'était au 1er janvier, à chaque échéance, je vais avoir notamment l'inscription au 31 décembre de l'échéance. Alors ça peut être n'importe quelle date, puisque là j'avais fait en sorte que ce soit au 1er janvier, mais si l'échéance c'est le 10 juin, vous écrivez le 10 juin, ici pour l'échéance, c'est logique, vous écrivez le 10 juin. Donc ici, je vais payer mes intérêts puisque je n'ai que l'intérêt. Donc à chaque échéance, je n'ai que l'intérêt. Il n'y a pas de remboursement du capital. Donc je ne vais pas toucher au compte 164 parce que je n'ai pas de remboursement de capital vu que je suis en in fine. D'accord? Vu que je suis en in fine, je n'ai pas de remboursement de capital. Bon. Donc, je ne vais avoir qu'une charge qui va être inscrite. Je vais avoir que cette charge qui va être inscrite augmentée pour inscrire l'intérêt d'emprunt. Et l'intérêt d'emprunt qu'on a calculé tout à l'heure qui était de 200 euros. D'accord? Donc, n'oubliez pas, l'intérêt, c'est une charge qu'on inscrit et qu'on augmente au débit. Et enfin, je vais sortir de l'argent pour payer ça. Tout le temps, à chaque fois, j'aurai une sortie de trésorerie, hein. Et ici, vous voyez le 512 qui va être diminué. J'insiste, n'apprenez pas par cœur, mais apprenez la logique, qui va être diminué par son crédit pour 200 euros. D'accord? Pour 200 euros. Donc, ici, vous l'avez compris, c'est une échéance sans remboursement de capital. Je vais faire cela à chaque fois pour chacune des échéances. Donc, on regarde l'échéance suivante en N plus 1, bah, c'est un copier-coller. Une charge qui augmente, un actif qui diminue, donc un 661 et un 512 pour 200 euros. La même chose en N plus 2. Et enfin, arrive la dernière échéance. Ah, ma souris est coincée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Arrive la dernière échéance, hein. Et donc ici, vous me disiez, est-ce que les échéances sont enregistrées? Ben si, les annuités, c'est ça, hein, les annuités. Puisque ici, l'annuité, en fait, elle correspond à l'intérêt plus le remboursement du capital. Mais n'oubliez pas, nous sommes en in fine encore, hein. Donc, on n'aura que l'intérêt. L'annuité, c'est l'intérêt. Il n'y a pas de remboursement de capital, bien sûr, hein, d'accord? Il n'y a pas de remboursement de capital. Donc, je continue puisque on arrive à la dernière échéance qui, elle, va avoir du remboursement de capital, puisque en N plus 3, vu qu'on est en in fine, on rembourse à la toute fin. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ma charge d'intérêt, comme tout à l'heure, hein, pour 200 euros. Et enfin, on va rembourser du capital. Et donc, c'est un passif que cette fois, je vais diminuer parce que je rembourse ma dette. Et je la rembourse pour 10 000 euros. Et donc, je diminue un passif. Et je vous rappelle qu'on diminue un passif par son débit, hein, c'est par son débit, d'accord, pour 10 000 euros. Et donc, vous diminuez votre 164 pour 10 000 euros. Et qu'est-ce qui se passe? En contrepartie, on va avoir l'annuité de 10 200 et une sortie de trésorerie, hein, qui correspond bien sûr à l'annuité. C'est un actif qui est diminué. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle actif, passif. Je vais vous remettre le schéma qu'on a utilisé tout à l'heure, d'ailleurs, hein. Mais je vais vous remettre le schéma des natures de compte que vous devez absolument maîtriser. Eh ben, qui est parti ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je l'ai perdu, bah génial. Ah bah c'est dommage, je l'avais fait tout à l'heure, je l'avais mis. Ah non, il est là. Je vous le remets. Hop, ça va vous servir. Il est là, voilà. Tac, je vais le reprendre là et je vais vous le remettre là en dessous parce que je suis sûr que certains d'entre vous ont oublié tout ça. Et je vous remets ça, regardez. Je vous rappelle que tous les comptes marchent de cette manière-là. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a quatre natures de comptes. Un compte qui est le compte d'actifs, compte de passif, compte de charge ou compte de produit. Donc on peut avoir qu'une seule nature. Et lorsque je veux augmenter un compte d'actifs, eh bien je le débite. Et lorsque je veux diminuer un compte d'actifs, je le crédite. Regardez, ici, c'est un compte d'actifs, le 512.
que je veux diminuer parce que je sors de l'argent, donc je le crédite. C'est ici la mécanique des comptes d'actifs. Les comptes de passifs, c'est l'inverse, puisqu'ils sont augmentés au crédit et diminués au débit. Regardez, j'ai un compte de passif ici que je souhaite diminuer, d'accord? Que je souhaite diminuer pour 10 000 euros. Et regardez, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je l'ai débité. Et donc, j'ai bien suivi mon schéma. D'accord? J'ai bien suivi mon schéma. Je l'ai bien débité. Regardez les comptes de charge, c'est invariable, hein, il faut connaître ça par cœur. Les comptes de charge sont augmentés par leur crédit, par le débit, pardon. Ici, j'ai un compte de charge et je l'ai débité pour l'augmenter, pour dire j'ai bien 200 euros de charge. Et à l'inverse, les comptes de produits sont augmentés au crédit et j'ai pas d'exemple puisqu'on n'a pas de compte de produit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas-là? Et je peux passer au cas des amortissements constants et je vais vous montrer un peu comment faire, toujours avec le même schéma d'écriture. Top. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça vous sert? Ou peut-être que je fais des choses que vous avez déjà maîtrisées. C'est pertinent? Alors, juste le passif, l'exemple des sessions d'infos, ça passe? Top. Mouchida, Dimo. Alors attendez, je me remets sur le message. Des sessions d'IMO. Alors là, on fait pas de session d'IMO, mais pour un passif, bah, pour une session d'IMO, il n'y a pas de passif. Pour une session d'IMO, il n'y a pas de passif, puisque vous avez plutôt un produit, un 757 et un 657 pour les sessions d'IMO, hein, pour répondre à votre question. Allez, je continue pour... Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à l'oral. Je suis là pour répondre. Alors, là, je passe au remboursement par amortissement constant. Et donc, pour les remboursements par amortissement constant, on va reprendre les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je reprends le même cas, c'est-à-dire un emprunt qui est effectué pour 10 000 euros le 1er janvier, d'accord? Avec une durée de 4 ans et un taux d'intérêt de 2%. Donc, même caractéristique. Juste un seul élément qui change, c'est que cette fois, la méthode de remboursement, c'est de l'amortissement constant. Donc, comme c'est de l'amortissement constant, eh bien, on va appliquer la méthode qu'on vient d'apprendre. Donc, c'est parti. On reprend notre tableau d'abord. On doit être capable de le faire en entier. Donc, je remplis mes échéances. J'en ai 4. 1, 2, 3, 4 échéances. Je commence par remplir, et là, je vous montre un peu la méthode. Le capital restant dû en début de période, donc soit 10 000 euros. Deuxième étape que je vais faire tout de suite, d'accord? Eh bien, ça va être tout de suite de calculer l'intérêt. Puisque j'arrive là sur ma ligne, hein, j'ai besoin de calculer l'intérêt. Donc, je vous ai mis des petits 1, des rapprochements là. Donc, tout de suite, je calcule mon taux enfin, mon montant d'intérêt avec le taux. Je fais bien capital fois taux d'intérêt, ce qui me donne 200 euros. Donc, j'ai renseigné mes intérêts pour 200 euros. Ensuite, troisième étape, j'ai envie de dire, eh bien là, je vais devoir renseigner l'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital. N'oubliez pas, c'est du remboursement de capital. Très important. Donc, ce montant, on l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours la même chose, hein, c'est capital emprunté divisé par la durée de remboursement. Donc, ici, c'est 4 ans, ou nombre d'échéances, hein, la même chose. Donc, ici, c'est 4 ans. Aïe, aïe, c'est 4 ans. Donc, je fais 10 000 divisé par 4, ce qui me donne 2500, et j'ai renseigné mon 2500. Ensuite arrive l'annuité. Et donc là, l'annuité, je vais renseigner mon annuité. Elle va être égale tout le temps, on l'avait déjà dit, hein. Elle est toujours égale à l'intérêt plus le remboursement du capital, ou à amortissement du capital, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on y va, on regarde. Intérêt, ici, logiquement, ça sera bien 200 plus 2500, ce qui me donne 2700. D'accord? Donc, 2700. Ainsi, tout simplement, je vais ici avoir une annuité de 2700. Et donc, je vais pouvoir remplir pour la première fois mon capital restant dû en fin de période. Et là, je vais donc faire quoi? Toujours, je vais commencer avec le capital en début de période, moins le remboursement. C'est de la logique. Combien je devais au début? J'ai remboursé cette année 2500, donc je te dois plus que 7500. Je te devais 10 000, j'ai remboursé 2500, il me reste 7500. Ça marche? Tout le monde est OK? Alors, on peut passer aux années suivantes, si ça va. Puisque les années suivantes, bah, ici, rien de plus simple. Le 7500, il provient
il provient tout simplement de l'année précédente. Donc là, si on regarde, hein, en fait, vous avez calculé ici votre capital en fin de période et vous le reportez directement, hop, en capital restant dû début de période suivante. C'est logique. D'accord? Donc, je devais à la fin de l'année N 7500. Donc, au début de l'année N plus 1, je dois ici 7500. De la même manière, eh bien, je vais faire cette fois aussi, hein, de la même manière, le calcul de l'intérêt en faisant 7500 fois 2% d'intérêt, ce qui cette fois me donne 150. J'ai un amortissement du capital qui est constant, donc ici il ne bouge pas d'une année à l'autre. Donc en fait, je peux remplir toutes les autres années parce qu'il ne bouge pas. Il est toujours identique. Et donc ici, je rembourse 2500, 2500, 2500, 2500, ce qui correspond bien à mes 10 000. Donc cette deuxième année, je rembourse bien 2500. Ensuite, on a bien ici l'annuité qui est égale à la somme entre mon remboursement et mon intérêt, soit 2500 plus 150. Ce qui me fait ici un capital restant à rembourser qui sera égal à quoi? Il sera toujours égal à la même chose. Ici, je vais faire bien sûr 7500 moins le remboursement fait cette année, donc 2500. Puisque initialement, j'avais en début de période, vous êtes d'accord avec moi, 7500 de dette, et cette année, j'ai remboursé ces 2500. Donc, grâce à ça, j'obtiens les 5000. D'accord? Et je fais ça ainsi de suite, puisque l'année suivante, c'est la même chose. Je reporte les 5000 que j'ai ici, je les reporte ici. Je recalcule l'intérêt qui est égal à mon capital de début de période multiplié par mon taux d'intérêt, ce qui me donne ici 100. L'amortissement du capital est identique. L'annuité, c'est l'intérêt plus l'amortissement. Et enfin, il me reste un capital restant dû qui va être égal à la différence toujours. Je vais bien sûr faire ici, la même chose, je vais faire 5000 puisque j'avais 5000 en début de période, moins 2500. Juste une petite Ouais. question, s'il vous plaît. Juste pour les intérêts en cascade, on est d'accord on les remplit pas directement dans le tableau. On va de notre amortissement à l'annuité, en fait. On Ouais, fait la différence et là, on remplit. OK, d'accord. ouais. Si on fait un chemin que je peux faire, si vous voulez, en bleu ou jaune. Attendez, je vais prendre du bleu là. Voilà. Si je fais un chemin de comment je dois remplir en fait mon tableau, hop, je commence par d'abord, je remplis en un ça. En 2 je Ah ouais, remplis ça. OK. En 3 je remplis ça. En 4 je remplis ça. Aïe. En 5 je remplis ça. En 6 je remplis ça. En 7 je remplis Ah ça. ouais, En 8 bon, j'écris mal. En pas de 9 souci. en 10 je remplis ça. Et en fait, ça continue comme ça tout au Ah, long. d'accord. OK. Tac, 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 Ouais, tac, tac, tac. Ligne par ligne, vous le faites. Alors après, quand vous aurez la main, vous allez remarquer que vous allez direct remplir ça direct. En fait, ça ouais. va aller vite. Une fois que ça s'est rempli, en fait, vous faites l'intérêt très très vite. Tac, 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 tac. Et en fait, ça va aller de plus en plus vite. D'accord, ouais, parce qu'il y a encore un peu maintenant des hésitations, comme c'est pas Ouais, mais encore c'est tout bien normal. Il maîtrisé. faut faire les exercices. Alors, si vous Entraîner. voulez, je vous donnerai d'autres cas pour Je vous veux entraîner. bien, Si vous ouais, voulez, là-dessus, vous mettez un je veux bien, message dans le s'il vous groupe plaît. privé Oui, et je m'occupe de vous rajouter des exercices sur les emprunts pour pouvoir vous entraîner là-dessus. ouais, super, Et je veux bien. après, je vous mettrai les corrigés. Voilà, tout simplement. Ok, top. Merci. Alors, si on regarde maintenant les enregistrements, bah, on va partir sur le même schéma. Sauf que ça sera un petit peu différent parce que ici, on va intégrer du remboursement. Donc, regardez, on va recevoir dans un premier temps l'argent qu'on a souscrit. Donc, on a emprunté. Donc, je reçois dans mon compte bancaire 10 000 € dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'effectue l'enregistrement de ma dette. C'est un passif qu'on augmente, hein, je vous rappelle, c'est un passif qu'on augmente parce que j'augmente ma dette envers la banque. Donc j'ai une dette inscrite en 164 pour 10 000 €, comme tout à l'heure. Dans un deuxième temps, arrive la première échéance. Donc là, je suis sur ma première échéance. Et cette première échéance, ici, c'est très simple. J'enregistre d'abord les charges d'intérêt, d'accord, pour 200 €. Dans un deuxième temps, j'ai mes dettes envers
enfin, mon remboursement de ma dette envers la banque pour 2500. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un passif qui est diminué ici. Comment on diminue un passif? On le débite. D'accord? Attention, hein. J'ai un passif qui est diminué. Ma dette diminue. Donc, je diminue mon emprunt pour le remboursement de capital que j'ai effectué, c'est-à-dire l'amortissement. Et à chaque fois que je fais un remboursement de capital, eh bien, mon passif il sera diminué et donc il sera débité. Et enfin, bien entendu, je vais avoir ma banque qui va diminuer puisque je paye ça. Donc, comme je paye, ma trésorerie diminue. Et comme elle diminue, je vais la créditer. C'est un actif. Et donc, on va créditer mon compte de trésor. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir, hein, pour une échéance. Et ça sera toujours la même chose puisque si on jette un coup d'œil à l'échéance suivante, on fait la même chose. Et la vraie différence, regardez, elle est sur l'intérêt, puisque l'intérêt ici, qui est une charge qui est augmentée, hein, l'intérêt, il est différent. Il est plus à 200, mais il est à 150, ce qui correspond au montant qu'on avait calculé dans le tableau. Le remboursement d'emprunt est 2500. Et enfin, l'annuité, quant à elle, elle est à 2650. Ici, je suis en train que de reporter, hein, ce que j'ai déjà fait dans mon tableau. En fait, hein, vous regardez, on l'avait déjà fait, hein. Je vais gommer parce que c'est un peu sale. Hop. Mais on retrouve tous les éléments qu'on avait fait dans le tableau, hein. D'accord? Hop. Enfin, on va avoir l'échéance numéro 3 qui est identique. Et la dernière échéance, regardez, et là, il n'y a pas de spécificité puisque c'est la même chose aussi. La seule spécificité, c'est juste que ici, l'intérêt, il est de 50 au lieu d'être de 150, 200 ou 100, ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Voilà pour l'amortissement constant, ce qu'il y a à retenir. Vous remarquerez qu'on a remboursé l'intégralité de l'emprunt. On pourra remarquer aussi que le coût de l'emprunt, ici, par exemple, pour le même emprunt, il est à 500 euros au total, puisque les intérêts cumulés, ici, ça nous fait 500 euros. Alors qu'en in fine, les intérêts cumulés étaient un peu plus importants. On avait un montant d'intérêts cumulés qui était de, tac, je vais vous dire, hop, 800 euros. Ça Donc peut être une le in question. fine est Pardon. plus cher. Ouais, oui, Plus oui, cher. ça Ah peut ouais, être une. voilà. Une question d'examen en Ouais, disant qu'est-ce que vous oui, conseillez à votre client? Ok, c'est d'accord. ça. Parce que, en fait, si vous regardez ici, c'est le même taux d'ailleurs, hein. Ah ouais, en C'est le plus, ouais, même d'accord. taux, et j'ai fait en sorte de mettre le même emprunt, juste à 3 conditions de remboursement différentes. Ah ouais. Et donc là, vous voyez, c'est à 500 euros, tandis que tout à l'heure, c'était à 800 euros, alors que c'est le même taux d'emprunt. C'est juste que ici, il est in fine, alors que là, il est par amortissement constant. Donc, on voit bien l'impact. On voit qu'en fait, à chaque remboursement diminue la base de calcul de l'intérêt, puisque l'intérêt, il est calculé sur le capital restant dû en début de période. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Quand il nous pose la Donc, c'est pour question, ça. alors on peut justifier. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on continue maintenant, on passe au dernier morceau, et pas des moindres, puisque ici, c'est le plus difficile, c'est celui où vous avez le plus de difficultés, puisque d'abord, il faut commencer par calculer l'annuité. Et pour ça, je vous invite, si vous avez une calculette, à essayer de le calculer avec moi. Moi, j'ai pas de calculette, j'ai déjà calculé. Mais j'aimerais que vous essayiez de le calculer si vous voulez bien. Sauf si vous n'avez pas de calculette, dites-le moi. Mais en fait, ici, la formule va être la suivante. Alors, je ne l'ai pas écrite, ça m'étonne, bizarre. La formule va être la suivante. Je vais vous la chercher. De toute façon, j'ai dû. C'est sûr, je l'ai fait. Elle est là. Hop. Je vais vous la prendre en photo. La formule est la suivante. Et j'aimerais que vous essayiez de l'appliquer, en fait. Elle est là. Donc, en fait, essayez de me l'appliquer avec vos calculettes. Juste histoire de, hein. Mais en gros, c'est bien la formule suivante. Donc, capital multiplié par i divisé par un moins un plus taux divisé puissance moins n. Eh bien là, je l'ai mise là, hein, vous voyez. Vous faites bien dans votre calculette un jeu de parenthèses. 10 000 fois, ouvrez une première parenthèse et une deuxième parenthèse. 0,02 divisé, ouvrez une parenthèse, 1 moins, ouvrez une parenthèse, 1 plus taux, puissance moins 4, fermez une parenthèse parce qu'en fait, je veux isoler le puissance moins 4. En fait, ça, je veux l'isoler tout seul là, tout ça. Pour bien dire que la puissance s'applique que à 1 plus taux, c'est bien le cas ici.
c'est ce qu'on dit ici. Et vous devez trouver normalement 2626. Alors, si vous l'avez fait trouver là maintenant, tant mieux. Sinon, je vous laisserai essayer de le refaire à la maison tranquillement avec le replay. Mais en gros, voilà le montant que vous devez trouver avec votre calculette. Je sais qu'il n'y a pas le droit à la calculette à l'examen. Je veux juste que vous soyez à l'aise avec ce calcul-là. Donc, entraînez-vous. Vous allez me dire tout de suite, c'est la prochaine question. Oui, mais à l'examen, on n'a pas de calculette. Comment on va faire? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'examen, on va vous donner le résultat. On va vous dire, bah, la nuitée, elle fait 2626. Calculez, montrez, posez la nuitée. Et donc, en fait, votre rôle sera de montrer quoi? Pour les UE9, par exemple, hein, mais vous allez voir qu'en UE10, on aura un peu le même jeu puisqu'on va travailler sur les emprunts obligataires en UE10, attention, eh bien, vous aurez à montrer et à poser cette formule entière, d'accord? Et vous baserez votre calcul sur le résultat qui vous a été donné, puisque vous n'avez pas de calculette ni en UE10, ni en UE9. Voilà, première étape décisive. Parce que sans cette annuité, on n'avance pas. On ne peut pas faire nos calculs. On ne peut rien faire, en fait. Et ça, c'est décisif. Il faut savoir calculer cette annuité. Donc déjà, il faut bien avoir cette formule dans la tête, être capable de citer le principe, c'est-à-dire la règle et comment on le calcule. Et enfin, bien sûr, hein, dans un deuxième temps, de pouvoir faire le calcul tout seul. Une fois que ça c'est dit, eh ben, je reprends sur la construction du tableau. Et là, pour les enregistrements, enfin le calcul, pardon, dans le tableau, il n'y a pas de grosses difficultés. On retrouve toujours notre même tableau. Et on va ici inscrire notre annuité. D'accord? On va inscrire notre annuité. Et on va l'inscrire immédiatement parce qu'elle va être invariable. Donc je vais le mettre en jaune. Elle va être invariable, elle ne bougera pas puisqu'elle est constante. C'est l'annuité qui est constante. Je viens de la calculer. Et donc je vais inscrire 2626, 2626, 2626, 2626. Vous voyez, c'est invariable. Parce que, en fait, je viens de calculer l'annuité constante. Donc ici, je vais inscrire 2626 dans chacune des cases. OK? Dans chacune des échéances. Et là, je reprends la construction de mon tableau. Donc, ça, c'est ma première étape, en fait. En 1, je fais ça. Là, c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. En 1, je fais le calcul tout de suite de l'annuité. Donc, je me mets ici et je fais tout de suite ça. Ça, c'est mon étape 1. Puis, dans mon étape 2, je reprends les schémas que j'ai fait avant. Donc, dans mon étape 2, je reprends ici, et là, je vais faire mon deuxième point. Je mets le capital en début de période. Dans une troisième étape, je calcule l'intérêt en faisant la formule de tout à l'heure, c'est-à-dire capital restant dû fois le taux. Donc, ici, ça nous donne 200 euros. Dans un troisième temps, je calcule l'amortissement du capital, et là, pour le calculer, je vous renvoie vers mon petit 1. On fera la différence que je vous ai mis là. On fera toujours la différence entre le montant de l'annuité et le montant de l'intérêt. C'est un peu particulier. Là, on le fait par différence, j'ai envie de dire. Donc, ici, on fera la différence entre le montant de l'annuité et le montant de l'intérêt. D'accord? Je vous l'ai écrit ici. Soit 2626 moins 200. D'accord? Je vous l'ai écrit là, pardon. 2626 moins 200, ce qui nous donne les 2426. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le 2426. D'accord? Et grâce à ça, je vais pouvoir calculer mon dernier élément, qui est le capital restant dû en fin de période. Et je vous le donne dans le mille. Ici, ça sera bien sûr égal à la différence entre 10 000 euros, capital en début de période, et le montant remboursé. Donc celui que je viens de calculer là, l'amortissement du capital, et pas l'annuité. Attention, souvent je vois cette erreur. C'est pas l'annuité, c'est le montant remboursé du capital. Donc l'amortissement du capital. Traduisez amortissement par remboursement. Donc 2426,24. Et c'est ce qui va me donner les 7573. Je passe une fois que j'ai fait ça à l'année suivante. Et là, je vais reporter immédiatement mon 7573 en début de période. Je vais recalculer mon intérêt immédiatement. Puis, je vais retrouver l'amortissement du capital en faisant encore la même méthode que tout à l'heure. Je vais ici, encore une fois, faire la différence entre mon annuité et mon intérêt. D'accord? Et donc ici, vous retrouvez le calcul là, 2626 moins 151. Ça va me donner 2474. Et vous voyez que ça augmente sensiblement. En fait, plus on rembourse, moins l'intérêt est fort,
plus la quote-part de remboursement d'amortissement est importante. Ou la quote-part de remboursement du capital est importante. Ainsi, je peux calculer tout simplement ici mon capital restant dû en fin de période, soit 5099, et donc je l'ai bien calculé en faisant mon capital en début de période, c'est-à-dire ici, j'avais en début de période 7573, moins, je ne mets pas les virgules, le montant du capital remboursé, soit 2474. D'accord? Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la fin. Et on doit retomber sur nos pattes, puisqu'à la fin, on doit retrouver, bien entendu, zéro de capital restant dû, comme dans tous les autres tableaux. D'accord? Donc, je continue sur les années suivantes. Je repars avec 5099. J'ai l'intérêt qui est calculé avec. Je calcule mon amortissement en faisant l'annuité moins, en faisant l'annuité ici, moins l'intérêt. Et ça me donne tout simplement l'amortissement du capital. Puis après, je peux calculer le capital restant dû en fin de période. Et je reprends n plus 3 de la même manière. De la même manière, je fais mon 2574, hein, puisque c'est celui de la fin de l'année précédente, ce qui me donne mon intérêt, ce qui me donne l'amortissement du capital en faisant toujours annuité moins intérêt égale amortissement. Et voilà. Et donc là, on peut analyser tout de suite le coût. Regardez, le coût ici est de 504 euros. Et donc, on comprend que là, à 504 euros, eh bien, il est un peu plus cher que l'amortissement constant, beaucoup moins cher que le remboursement in fine, qu'on avait fait tout à l'heure à 800 euros. Mais ce qu'il a de pratique, c'est que l'échéance est fixe. Donc, elle est identique et ne bouge pas. Et c'est une échéance fixe. D'accord? Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir. Et là, je vais juste vous montrer tout de suite les enregistrements, parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés. Une fois que vous avez compris comment on fait le tableau, les enregistrements sont toujours les mêmes. Donc, je reçois de l'argent dans mon compte bancaire parce que j'ai souscrit à un emprunt. Donc, je reçois 10 000 euros. C'est un compte d'actifs qu'on augmente. Et j'ai une dette qui vient s'inscrire dans mon bilan. Et donc, j'ai une dette en 164 qui est augmentée par le crédit pour 10 000 euros, comme tout à l'heure. La date de souscription. Dans une première échéance, je vais inscrire une charge qui va augmenter pour le montant de l'intérêt, charge d'intérêt bien sûr. Je vais rembourser de l'emprunt, donc c'est une dette qui diminue, par le 164, et j'ai bien renseigné ici le montant, attention, hein, de l'amortissement du capital, celui-là, pas de l'annuité. C'est l'amortissement du capital qu'on a renseigné ici. Donc, je n'ai pas renseigné l'annuité. Parce que l'annuité, où est-ce qu'elle est renseignée? Elle est renseignée dans la sortie de trésorerie, c'est-à-dire la diminution de mon compte banque, puisque je paye. Elle est renseignée ici, l'annuité, pour 2626. Les échéances suivantes sont toujours identiques. Il y a seulement les montants qui changent. Donc, j'ai une charge qui est augmentée pour le montant des intérêts. J'ai un remboursement de capital pour le montant ici remboursé d'amortissement du capital. Et enfin, l'annuité qui est renseignée aussi dans le 512 puisque c'est le paiement qu'on effectue. Dans un troisième temps, je vais avoir les charges d'intérêt aussi. Je vais encore inscrire ces charges, rembourser l'emprunt, sortir la trésorerie. Et je fais ça aussi à la dernière étape. Je vais avoir un intérêt, un emprunt et une sortie de trésorerie. Voilà le grand tour d'horizon qu'on pouvait faire sur les emprunts, tout simplement. Est-ce que ça va? J'ai juste une petite question. Ouais. Pardon. Allez-y, hein. Pour les sorties de trésorerie de notre banque, vous avez dit que c'était les annuités, c'est ça, Ouais, 26. 26,24. C'est toujours les mêmes Yes. si on repart dans le tableau plus haut, juste pour avoir une meilleure Oui, vision. oui, Ok. la Ils nuitée sont constante, c'est toujours toujours la pareils? même. Ouais, parce qu'en fait, on la calcule une fois la nuitée et elle reste toujours identique. Ah, ok, c'est une fois qu'on l'a. Ok, d'accord. Ah oui, oui, juste autant pour moi. Oui, Ouais, ok, non, bah, pas de souci, pas de souci. Alors, d'accord. Elodie, vous filez, il n'y a pas de souci. Là, je vais passer aux subventions rapidement quand même, Ouais, pour ceux qui ok, veulent noté. que Oui.
Je l'explique. Alors, pour les subventions, parce que là, vous avez compris, pour les emprunts, en fait, hein, il n'y a pas de difficulté. Donc, trois méthodes à maîtriser. Si vous maîtrisez ça, ça va vous maîtriser la totalité des emprunts. Il restera à voir un élément que vous avez déjà vu peut-être avec Simon, notamment quand vous avez fait les opérations de clôture, quand vous avez révisé. C'est ce qu'on appelle les intérêts courus non échus. Mais ça, on le reverra un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, là, pour les subventions, je vous montre très rapidement en fait un point et je vais aller même chercher des petites écritures. Tac, parce que pour les subventions d'exploitation, hop, 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 c'est pas grave, on va les générer. Hop, donc les subventions d'exploitation, ben, je les ai pas notées, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Donc, c'est le plus chaud avec l'étalement, surtout, je m'en rappelle plus. Eh ben, pas de problème, je vais vous le montrer. De toute façon, vous l'avez au programme. Mais en gros, pour les subventions, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer. Alors, laissez-moi une seconde, je vais juste aller chercher les écritures dans un autre poly. Comme ça, je vais pouvoir vous les injecter. Mais dans les subventions, en fait, on a deux types de subventions, bien sûr. La première, c'est les subventions d'exploitation, c'est plutôt simple, puisqu'on enregistre à la réception de la notification la subvention. Cette subvention d'exploitation, elle va correspondre en fait tout simplement à une subvention que l'on reçoit pour financer l'activité de l'entreprise. Donc en fait, il n'y a pas de grosses difficultés. L'idée, c'est de financer ou d'aider l'entreprise et de l'aider vis-à-vis de cela par rapport à des difficultés qu'elle rencontre ou l'aider ou la soutenir. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle donc les subventions d'exploitation. Dans un deuxième temps, vous avez les subventions d'investissement. Et elles vont financer, en fait, ces subventions d'investissement, elles vont financer un investissement, un équipement. D'accord? Un équipement, un investissement. Ah voilà, super, j'ai retrouvé mon cours. Bon, super, je vais pouvoir vous m'appuyer là-dessus avec les éléments. Voilà. Donc, c'est pas la même chose parce qu'une subvention d'investissement, en fait, il faut savoir qu'elle va financer un projet, un investissement, un équipement. Donc c'est pour ça que des fois on les appelle subventions d'équipement ou d'investissement, mais c'est la même chose. Ok. Donc ça c'est le premier point. Alors, question écriture. Je vais me lancer tout de suite dans les écritures pour vous montrer un petit peu. Il n'y a pas de grosses difficultés. Je suis en train de chercher des écritures qui seraient réalisées pour vous aider. Subvention d'équipement, pardon, parce que j'avais pas ouvert le poly. Pou, 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 pou. Voilà. Donc, pour les subventions, j'ai les monstres qui crient là à côté. Pour les subventions d'exploitation, vous allez les enregistrer de cette manière-là. Alors, je mets la TVA, mais en réalité, il n'y a pas vraiment, c'est pas obligatoire. Mais regardez. Ça, c'est le plus simple. Alors, je mets la TVA. S'il y a de la TVA, éventuellement, vous l'inscrivez. C'est pas obligatoire. Tout dépend des subventions. On vous fera une mention. Mais en fait, on enregistre un produit. Alors, on passe normalement par le 441 parce que là, je l'ai pris d'un exercice, mais c'est pas grave. On aura surtout à retenir hein, l'enregistrement d'un produit en 740. OK? Donc, pas de problème. Euh, Je suis en train de voir vos questions. Les subventions, c'est plus chaud, ouais. C'est quoi la différence entre subvention d'investissement et d'équilibre? Bah, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Il y en a un qui finance un investissement alors que l'autre finance, donc l'exploitation ou équilibre, c'est la même chose, hein, eh bien, ici, finance une aide pour l'entreprise, donc une aide classique. Donc, une subvention d'équilibre, c'est pour rééquilibrer le compte de résultat, pour éviter que l'entreprise présente finalement un gros déficit. Et donc, la subvention d'équilibre, elle vient éviter un déficit important de l'entreprise. D'accord? Alors, nous, ça, c'est le plus facile. Donc, l'exploitation, je vous rajouterai, il y a un 441 normalement, ici, en fait, qui s'inscrit avant le 512. Normalement, on met le 441 pour dire, voilà, j'attends cet argent de la subvention. Et voilà, et après, vous le passez en 512. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est facile, pas de difficulté. Et là, je vais passer sur les subventions d'investissement. Je pense qu'on va déborder un peu sur l'heure, mais c'est pas grave.
Pour l'investissement. Alors, c'est pas un synonyme de exploitation, mais équilibre, ça signifie qu'on veut rééquilibrer le résultat de l'entreprise. D'accord? Et on le traitera comme une subvention d'exploitation, en fait, hein. On le traitera de la même manière. Il n'y a que les subventions d'investissement qui sont particulières en termes de traitement. Mais là, aujourd'hui, c'est plus de la révision, ce que je vais vous faire, c'est un petit peu plus. Je risque d'aller un petit peu trop loin. Je vais d'abord vous expliquer juste que vous devez maîtriser de l'UE9 parce que vous allez travailler après dans un chapitre, on va étudier hein, dans le chapitre euh, 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 prov- euh, autres capitaux propres. En UE10, on étudie les subventions d'exploitation en détail, mais je vais vous montrer d'abord les écritures que vous devez maîtriser de l'UE9, parce qu'en UE9, on attend ça de vous. D'abord, donc regardez, dans un premier temps, pour les subventions d'investissement, il faut d'abord enregistrer la promesse de subvention ou la promesse de subvention, tout simplement, qui sera matérialisée par la notification. Alors, la notification, c'est un document qui dit tout simplement, vous avez une subvention de temps et qui vous sera versée pour telle date. Donc, dès qu'on reçoit la promesse, on enregistre le compte de capitaux propres 131, d'accord, qui est un passif qu'on augmente, et le compte d'actifs 441 qui signifie j'attends ce montant, d'accord, hein, j'attends ce montant de l'État ou de celui qui m'a promis la subvention, d'accord, donc j'attends ce montant, ok, donc ça c'est ce que ça veut dire en fait, j'attends ce montant. Dans un deuxième temps, une fois que je reçois la subvention, eh bien, je vais encaisser dans mon compte bancaire la subvention qui va être reçue. Donc, mon compte banque reçoit l'argent et je vais solder ici, hein, je passe à zéro, donc je vais solder ici ma créance qui était en 441. Ok, je la solde, je la remets à zéro, puisque j'attendais ce montant ici pour 100 000 euros, et là je reçois 100 000 euros, donc ben, je diminue ma créance. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est le début. Maintenant, vu que vous êtes là et que peut-être vous êtes motivé, je peux prendre 10 minutes pour vous expliquer maintenant le traitement des codes-parts. Est-ce que vous avez 10 minutes à m'accorder supplémentaires? Ouais, ça vous embête pas? Donc du coup, je vais faire de l'UE10. Là, c'est plus de la remise à niveau, mais c'est ce qu'on attend de vous en UE10. Donc autant prendre un coup d'avance. Ceux qui sont inscrits, ça correspond à mon chapitre 13. Vous pouvez le consulter et vous retrouverez tous ces éléments que je vais vous expliquer. Et d'ailleurs, ceux qui ont de la Fisca, vous devez maîtriser ça pour les BIC. Ceux qui ont de la compta pro, bah, vous le maîtrisez pour le chapitre 13. Et si vous êtes juste en UE9, eh bien là, ça s'arrête, le champ de la maîtrise s'arrête là. C'est parti, je vais vous expliquer un petit peu le traitement. Let's go. Alors, première étape déjà, je sais même ce que je vais faire, regardez. Je suis tellement fou que je l'ai déjà fait en Fisca. Je l'ai fait en Fisca la semaine dernière, en plus, je me rappelle. Et ben, je vais m'appuyer là-dessus. Regardez. Et c'était vraiment très clair. Parce que pour comprendre le fiscal, il faut maîtriser le comptable. Donc en fiscal, qu'est-ce que je leur ai fait? Ah oui, c'est là. Je leur ai fait là, regardez. Et je vais m'appuyer sur ça, comme ça, je vais partir sur une base qui est déjà faite finalement. Donc on était sur les produits d'exploitation et c'était notamment sur les subventions. Voilà, je leur ai fait là. Hop, exploitation. Bah, c'est même mieux que le cours que j'étais en train de vous faire. Allez, on va partir sur la Fisca. Il faudra juste que j'oublie pas de le copier. Donc, ce que je vais faire ça. Voilà. Tac. Hop, 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 hop. On va pas réinventer la roue. On va toujours s'appuyer sur ce qui est fait. Tac. Et regardez ce point-là. C'est un peu lent, le net, pardon. C'est parti. Je reconstruirai le schéma que je vous communiquerai bien sûr à la fin de la séance pour les inscrits. Ça sera sur votre plateforme. Donc c'est toujours le même schéma, hein. Donc exploitation, là on laisse de côté, c'est bon, on s'en fiche. Donc c'était un peu le schéma que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que la notification on fait 74 441, puis après on reçoit l'argent. Mais ça, il n'y a rien de difficile. Maintenant, je passe sur les subventions d'investissement équipement. C'est ça qui m'intéressait. Donc là, je viens de vous expliquer ces deux premières écritures.
Vous êtes d'accord avec moi? Ça, je viens de vous l'expliquer là. Je viens de vous expliquer l'étape 1 et l'étape 2. Donc ici, je viens de vous expliquer ces deux éléments. Bon. Maintenant, nous, on va passer à ce qui se passe à la fin de l'année à chaque fois. À chaque fin d'année, vous allez devoir et être obligé de passer ce qu'on appelle une quote-part virée au résultat. D'accord? Une quote-part virée au résultat, pourquoi? Tout bêtement parce que lorsque je reçois une subvention d'investissement pour une IMO ou pour un projet, c'est un élément qui va rester à long terme dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il va rester 5, 6, 7, 8 ans peut-être. Ainsi, on ne va pas enregistrer en produit la subvention qu'on reçoit, mais on va l'étaler sur la durée d'utilisation du bien. Ok? On va l'étaler sur la durée d'utilisation du bien. C'est logique. Si on ne faisait pas ça, eh bien, si on ne faisait pas ça, eh bien, on se retrouverait avec un résultat extrêmement élevé l'année d'investissement, l'année où je reçois la subvention, puis les autres années avec des charges beaucoup plus importantes, puisqu'il y a les amortissements du bien. Et en fait, l'idée, ça va être de lisser pour représenter au mieux la réalité économique de cette situation, notamment de l'investissement. Et c'est pour ça qu'on utilise une opération qui est la quote-part virée au résultat, que vous voyez là, la quote-part de subvention virée au résultat, d'accord? Elle passe par le 139 et le 747. Donc ici, regardez, un produit quote-part de subvention d'investissement viré au résultat d'exercice, qui est le 747, c'est un variable, et en contrepartie le 139 avec le 9 en troisième position, que vous voyez là. Et ce 9 en troisième position, il signifie une chose, il signifie que c'est le compte soustractif du compte 131. Le compte soustractif du compte 131. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un compte qui marche en sens inverse. D'accord? Donc le compte soustractif du compte 131. Donc, à chaque fois qu'on l'augmentera, on l'augmentera par son débit parce qu'il marche comme un actif vu que c'est un compte soustractif du 131 qui est un compte de passif. N'oubliez pas, les comptes soustractifs marchent en sens inverse. Alors, je vois plein de chats. Dans le chat, je regarde. Alors, ça fait si la durée d'amortissement est de 10 ans, donc le taux est de 0,1. Ouais, pas mal. Vous avez raison, il y a. Et je vais vous expliquer tout ça. Tout à fait. Donc, si c'est sur 10 ans, hein, par exemple, l'amortissement du bien, eh bien, la subvention va être virée sur 10 ans par principe. Mais attendez, je vais vous expliquer deux, trois points. D'accord? Pardon, mais la quote-part, c'est une partie, c'est ça. Ouais. Imaginez, vous recevez 100 000 euros de subvention pour financer un projet de 100 000 euros et qui dure 10 ans. On reprend l'exemple que vous étiez en train de me donner. Eh bien, ici, effectivement, je vais intégrer une quote-part chaque fin d'année. À chaque fin d'exercice, je vais faire une reprise de quote-part de subvention de résultat qui va être égale au 1 dixième. Vous avez tout à fait raison. Pour représenter au mieux, pour être en parallélisme avec notamment cette histoire de amortissement, avec notamment cet investissement qui va rester sur plusieurs années, qui va entraîner des amortissements, et en contrepartie, il n'y aura rien. Bon, donc c'est pour ça qu'on va faire cet étalement pour qu'en fait, ça soit symétrique et que ça se suive. Parce que regardez, je crois que j'avais fait un petit schéma là, ouais, voilà. Regardez. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'investis 10 000, je reçois 10 000, mais en fait, ça ne rentre pas dans mon résultat immédiatement. Je vais l'étaler sur 10 ans. Et à chaque fois, je vais mettre un dixième, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, etc., etc., etc. Alors, attendez, parce que je n'ai pas fini, hein, mais ici, vous comprenez que chaque année, je fais cette écriture de 747. Est-ce que ça va jusqu'ici? C'est juste un peu chaud, excuse-moi l'expression, pour que je retienne bien toutes les étapes Ouais. au niveau des écritures. Ah, Et mais vous avez tout dans le cours. ok, ça va. Rassurez-vous. Et je vous donne le tableau. N'écrivez rien, juste D'accord. comprenez. Tout Ok. ça, vous l'avez à dispo. Vous êtes inscrite, hein, vous avez tout à Oui. dispo, hein. Ok. Rassurez-vous. Vous allez avoir le tableau, vous allez avoir les enregistrements, vous avez les cours aussi qui reprennent étape par étape, hein. C'est très exhaustif. Donc vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Et il y a, vous disiez quoi? Ça, c'est en N et les autres années. Eh bien, on fait la même chose pendant 10 ans. Chaque 31-12, vous faites ça. Et je l'ai bien écrit, hein, ou pas, mais en tout cas, ça, c'est chaque fin d'année, en fait, sur la durée de Oui. l'étalement. Donc, si c'est 10 ans,
N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, j'aurai cette écriture numéro 3 qui sera répétée. D'accord? Qui sera répétée. Pardon, si on loupe le 31 du... au cabinet comptable, si on loupe une écriture de clôture, c'est dramatique. Bah, c'est au désavantage du fisc, donc ils peuvent, par exemple, sous contrôle, bah, le réintégrer et vous dire c'est une erreur. Mais en gros, vous pourrez le rattraper l'année suivante, entre guillemets. D'accord. Parce que Le là, pire, c'est au c'est désavantage qu'on... du fisc, donc il faut pas Ah ouais, l'oublier. faut pas l'oublier. Ok, Après, d'accord. c'est pas grave, hein, j'exagère. C'est pas comme les amortissements, c'est pas la même chose. Il y a Ah une ouais, règle fiscale qui est très dure sur les amortissements que vous devez maîtriser et que vous faites en fiscalité. Alors que pour les amortissements, donc on peut pas rattraper comme ça, comme on veut. Alors que là, où il y aura pas de problème, si vous ah l'oubliez ouais. sur l'exercice N, vous faites une correction. Il y a un chapitre là-dessus en UE10 où on fait les corrections d'erreurs, ça s'appelle. D'accord. Faire Les attention erreurs surtout antérieures. aux amortissements. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, voilà. Top. Les amortissements, c'est eux les plus importants parce qu'on n'a pas le droit de les rattraper d'une année à l'autre Hmm. comme ça. Il y a tout un traitement à faire, ce qu'on appelle les amortissements régulièrement et irrégulièrement différés. Ah oui, ok, d'accord. D'accord? Allez, je continue un petit peu et je vous embête pas plus longtemps, mais ici, l'idée générale, et ça c'est important, c'est que une fois que j'ai doté la totalité de la subvention, quand je suis arrivé aux 100 000 euros que j'avais prévu, eh bien, ici, on va rien faire jusqu'au moment où on va céder le bien. Quand on va céder le bien, on va solder les comptes 131 et 139. D'accord? Je vais remonter là, voilà. Les comptes 131 et 139 vont être soldés. D'accord? Ils seront remis à zéro parce que théoriquement, normalement, ils sont à 100 000, 100 000. Vu que, vu que théoriquement, j'ai injecté la totalité. On a fait les 10 ans et je le solde, je le vends 20 ans plus tard. J'exagère, je dis une bêtise, mais l'IMO, je la vends 20 ans plus tard. Bon, bah, ici, je vais solder. D'accord? Je vais solder. Alors, une fois que ça c'est fait et qu'on a compris, eh bien, il va falloir distinguer deux traitements qui sont particuliers. C'est notamment le traitement des biens amortissables et des biens non amortissables. Parce qu'on distingue deux traitements. D'accord? On distingue deux traitements. On distingue un traitement ici qui notamment concerne en fait les biens amortissables. Et on vient de le dire ici, c'est notamment en fait l'étalement selon la durée. C'est-à-dire que lorsque on a un bien amortissable, on n'a que à étaler selon la durée et c'est tout. D'accord? Et c'est pas difficile puisque dès qu'il est amortissable, on ne se casse pas la tête, c'est invariable et on le fait selon la durée et on se retrouvera notamment avec le calcul suivant, eh bien, on fera le montant de la subvention divisé par le montant de l'immobilisation fois la dotation comptable. Ou, si vous préférez, vous prenez en fait le montant de la subvention que vous multipliez par le taux d'amortissement. Ça revient au même en fait. Il y a un parallélisme entre les deux, d'accord? Il y a un parallélisme entre les deux et on retrouvera donc trois étapes d'enregistrement qui sont les trois étapes que vous avez vues juste au-dessus avec moi, hein, 441 131, 512 441 et les injections des codes-parts en fonction notamment de l'étalement qu'on a dit. Là, tout à l'heure, on a dit que c'était étalé, que c'était un amortissement sur 10 ans. Donc, on le fait subvention fois un dixième. Bon, donc pas de problème. Et ici, vous suivez ce rythme et il n'y a aucune difficulté. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le cas des subventions, en fait, qui sont sur des subventions d'investissement qui concernent des biens non amortissables. Et là, en comptabilité, il va falloir faire attention puisque ici, pour les biens ici qui sont non amortissables, eh bien, on s'interrogera sur la présence ou non d'une clause d'inaliénabilité. D'accord? On s'interrogera sur la présence ou non d'une clause d'inaliénabilité. Qu'est-ce que la clause d'inaliénabilité? Alors, je vois deux, trois questions. Il y a dotation fiscale, c'est avec le coefficient. Non, vous embêtez pas avec la dotation fiscale. C'est parce que je l'ai pris de mon cours de fiscal. C'est pour ça. Donc, je corrigerai pour vous. C'est pour ça que j'ai pas dit dotation fiscale. J'ai dit dotation comptable à l'oral parce que je l'ai prélevé de mon cours de fiscal et c'est pour ça que il y a écrit dotation fiscale. Mais vous, en comptable, vous emmerdez pas. Vous prenez dotation comptable. Merci, au revoir. Hein, vous embêtez pas. Ensuite, les comptes 131 et 139 voient qu'à la vente du coup, ne se voient qu'à la vente. Non, les comptes 131 et 139, ils sont alimentés. Initialement, ils ont été alimentés, donc ils ne bougent pas. Par exemple, lorsque j'ai une subvention d'investissement, eh ben, le 131, il est alimenté par son crédit pour 100 000 euros et il reste pour 100 000 euros toute la durée jusqu'à la cession. Et le 139, il est alimenté au fur et à mesure par les codes-parts qu'on injecte. On injecte des codes-parts. Donc, il grossit au fur et à mesure jusqu'à atteindre le montant du 131, c'est-à-dire le montant global de la subvention. Et quand on va céder,
en fait, on va hop, les annuler, on va les passer, les faire disparaître du bilan. Donc ils sont présents. Quand je lis le bilan tout au long de la vie, la durée de cette subvention, je peux savoir que j'ai reçu une subvention d'investissement, qu'on est en cours d'injection et qu'elle a financé une immobilisation finalement. Bon. Alors, je reviens sur les clauses d'inaliénabilité. Vous avez tout à fait raison. Une clause d'inaliénabilité signifie qu'on ne peut pas céder. C'était tout à fait logique puisque, en général, quand vous allez avoir une aide, eh bien, on va vous dire, attends, t'es gentil, mais en fait, je t'aide sur ce projet, mais t'as pas le droit de vendre le projet ou l'IMO pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est écrit dans la convention. En général, on a une convention de subvention avec l'autorité qui nous donne la subvention, une collectivité, un département, une mairie, l'État, etc. On va signer une convention. Dans cette convention, il peut y avoir une clause qui dit clause d'inaliénabilité. Il est interdit de vendre le bien pendant 10 ans sous peine de remboursement de la subvention. D'accord? Donc cette clause, elle concerne et les biens amortissables comme les biens non amortissables. Pour les biens non amortissables, on s'interrogera sur la clause, sur la présence ou non de la clause. Alors que pour les biens amortissables, on ne s'interroge pas sur la présence de la clause. Donc pour les biens non amortissables, ici, cette présence ou non de clause va nous permettre de déterminer le rythme d'étalement. D'accord? Il va nous permettre de déterminer le rythme d'étalement. Et donc, en fait, ici, s'il y a une clause d'inaliénabilité, eh bien, on va faire un étalement sur la durée. D'accord, sur la durée, alors je vais retirer parce que ça c'est du fiscal, mais ici on va le faire sur la durée. Hop, mince, j'ai fait une bêtise. Tac, pardon, voilà. Sur la durée du bien, de la clause, pardon. Et s'il n'y a pas de clause d'inaliénabilité, on le fera sur 10 ans. D'accord? Donc je vais vous mettre la photo là. Hop, voilà. Ça synthétise assez bien ce petit schéma. Regardez. Donc s'il y a une clause, en fait, vous faites bien un étalement sur la durée de la clause. Donc, imaginez, je vous dis, on a reçu 100 000 euros de financement. Ces 100 000 euros de financement sur un bien non amortissable, donc un terrain. 100 000 euros de financement sur un terrain. Et il y a une clause d'inaliénabilité de 13 ans. La quote-part, la subvention sera virée au résultat sur 13 ans. Car je l'étale sur la durée de la clause. Est-ce que vous avez compris? Donc je ferai 100 000 fois un treizième et j'injecte. Ouais, c'est sur un bien non amortissable, hein. Le terrain, par exemple, exactement. Le terrain, c'est non amortissable. Et c'est pour ça, hein, là, je disais bien sur un terrain. Le terrain n'est pas amortissable et donc on s'interrogera sur cette présence de clause ou pas. Donc la présence, elle va nous servir, cette clause, hein, va nous servir et on fera cet étalement sur la durée de la clause. Deuxième cas de figure, bah, il n'y a pas de clause. Bizarrement, il n'y en a aucune qui est inscrite. Et donc, s'il n'y a pas de clause, cette fois, la reprise ou l'injection dans le résultat se fera en fait sur 10 ans. D'accord? On fera 10%, donc ça signifie ici sur 10 ans en fait, hein, sur 10 ans. D'accord? Et voilà. Et donc, le schéma d'écriture, en fait, il reste le même parce que c'est toujours ce schéma d'écriture qui ne change pas, hein, que vous n'avez pas à changer. Ce sera toujours, hein, sera toujours ici sur cette clause. Ça marche? Ce sera toujours ce rythme-là. Pardon. Ça marche? Et donc, Super. enfin non, ce que je voulais dire, c'était que ça sera toujours le même enregistrement. Suivant, D'accord. je me suis perdu. J'étais en train de lire en même temps ce qui Ouais, était pas dans de le chat. souci. Ce sera toujours la même écriture. Bon, ça marche? Je vois, Elodie, oui, il n'y a pas de souci. Ciao. Bon, c'est clair pour tout le monde? Oui, Hein, donc voilà un petit peu le traitement. Alors ici en dessous, vous avez des éléments qui ne sont pas nécessaires puisque c'est de la FISCA. Et ici, il n'y a pas besoin non plus puisque c'est de la FISCA. Et voilà, bon, ben, on a revu ensemble l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre pour les opérations de financement. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu mon document. Comme ça, je vais vous le mettre sur la plateforme et comme ça, vous y aurez accès directement. Alors, il y a, vous me disiez, la règle du 10%, c'est une loi fiscale? Non, c'est une loi comptable. Ça, c'est comptable, c'est une règle comptable plutôt. C'est une règle du PCG. C'est le PCG qui l'impose. Et en fiscalité, c'est la même chose. Sauf qu'il y a juste une petite divergence.
en fiscalité. Donc, du coup, cette divergence, elle entraîne une petite subtilité qu'on apprend en fiscalité. Voilà. D'ailleurs, vous aurez la joie de le faire, je crois, au prochain cours. Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Exactement, vous avez tout compris. Donc, si vous voulez, je peux mettre des exercices pour vous entraîner aussi sur cela. Je vous les mets sur la plateforme. Comme ça, Oui, vous avec pouvez vous plaisir. entraîner. Et ce que je peux faire aussi, c'est que je peux rester encore 5-10 minutes pour ceux qui ont des questions à me poser sur quoi que ce soit. J'y répondrai. Sinon, bah, je vous remercie de votre présence. Bravo à vous pour un dimanche matin. Enfin, matin, il est midi maintenant, hein, mais bravo à vous d'avoir tenu. Et je vous dis rendez-vous au prochain cours du jeudi, semaine prochaine. Samedi 8 à 11 heures avec moi ou Simon, avec moi pour la dernière séance de remise à niveau, notamment puisqu'on fera une dernière remise à niveau ensemble. Voilà, voilà. Ben, je vous remercie en tout cas de votre présence et je reste quelques minutes, le temps de toute façon de remettre en page tout ça et après de publier tout sur le site. À très bientôt. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Moi, je reste juste une Ouais, petite minute, s'il vous plaît. ouais, ouais, pas de souci. C'était surtout pour le D'ailleurs, groupe je vais WhatsApp. suspendre Oui, l'enregistrement. Ah, d'accord. attendez, comme ça, hop, je suspends.